Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir pour un débat très intéressant sur l'Afrique de l'Europe. Alors que l'Europe et l'Afrique s'acheminent vers l'accord de Cotonou, en février 2020, on se rend compte, on a pensé au sein de l'association qu'on a du mal en France à penser les relations africaines à travers le prisme européen, le prisme de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invités. On abordera plusieurs problématiques. On pense notamment avec la montée de grandes puissances sur le territoire africain telles que la Chine. On se demande si la machine diplomatique européenne n'est pas ralentie et dans quelle mesure elle existe actuellement. Il y a également cette question de la peur du néocolonialisme. On se demandera comment est-ce qu'on peut traiter cette problématique. On pense notamment à l'intervention du président Emmanuel Macron à Ouagadougou, lorsqu'il a dit à une décision de que ce n'était pas au président français de régler les problèmes d'électricité. Il y a également la question des œuvres d'art qui avait ressurgi à l'occasion de cette visite. Puis nous acheminons dans une seconde partie vers la question économique en Afrique. On parle souvent du terme de développement lorsqu'on parle de ce continent. Donc aujourd'hui la population africaine est de 1,2 milliard d'habitants. Elle atteindra les 2,4 milliards d'ici 2050. C'est un quart de la population mondiale et c'est une population extrêmement jeune. 70% de la population africaine se demande de 35 ans. Bien entendu, ça nous amène à poser l'épineuse question de crise migratoire, comme on a rappelé dans les médias, et justement la manière dont on aura à cœur de la Vénézuela. Donc pour ce débat, nous avons l'honneur de vous accueillir. Donc tout d'abord, Madame Aminata Sissoko-Mané, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Et Monsieur Emmanuel Desponts, je vous laisse vous présenter également. Oui, alors moi je suis fondateur et directeur général de l'Institut de la culture afro-européenne à Paris, et partenaire officiel de l'UNESCO. Je suis également conseiller de quelques personnalités africaines et dans le passé j'ai établi aussi avec la présidence de ce notamment auprès du droit de l'homme, auprès du président Ouad. Et puis j'ai également servi au Conseil général et des CN de la Fédération. Je vous remercie. Tout d'abord, une première question, vous avez parlé d'un tissu afro-européen. J'ai cette question qui m'a interrogée depuis plusieurs mois, parce qu'on a commencé à discuter justement. Et qu'est-ce que l'Institut afro-européen et qu'est-ce que la notion d'afro-européen ou d'afro-européanisme? Est-ce que c'est un néologisme et de quoi il en retourne exactement? C'est évident que c'est un néologisme, parce que c'est une expression qui n'a pas encore été acceptée ni par les autorités françaises et européennes. Il y a eu quand même une résolution il y a quelques mois au Parlement européen qui s'est penché sur les droits fondamentaux des Noirs en France et en Europe, je suis en général, mais qui a utilisé le terme pour la toute première fois d'afro-européen, mais également a cité d'autres notions telles que la diaspora africaine, les Noirs en Europe, bref, les afro-européens, etc. Moi j'invite en réalité effectivement pour la reconnaissance de ce concept, qui n'est pas dilué, si vous voulez, dans un concept qui est plus large, qui est la diaspora africaine, qui est finalement un concept très neutre et qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Là, on se réfère effectivement à des personnes d'ascendance africaine qui vivent en Europe, en Europe. Donc là, on fait référence à la fois, si vous voulez, aux origines de leurs parents ou de leurs grands-parents, et puis également au fait
qu'elles sont rattachées au continent européen dans la mesure où elles y vivent. Voilà. Alors c'est un concept, c'est vrai, qui a encore du mal à s'imposer ici en France. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron, président de la République, a réuni dernièrement la diaspora africaine, on ne l'appelle pas afro-européen, on l'appelle la diaspora africaine. Je le déplore, ça veut dire qu'il y a tout un travail à réaliser, tout un lobbying auprès des autorités européennes et françaises pour que l'on puisse donc faire accepter ce concept-là. Mais ce que je vois par exemple, il y a l'Institut Montaigne qui a fait un rapport en juin 2019 de cette année par rapport précisément à la fin des accords de Cotonou et qui parle de l'existence d'une communauté euro-africaine. Là, ça ne pose problème à personne. Par contre, dès lors qu'on parle d'afro-européens, on renvoie très souvent l'image d'un communautarisme. Donc ça veut dire qu'on se heurte aussi au principe de la République française qui a encore du mal, si vous voulez, à accepter ce concept qui est voisin de celui finalement du concept afro-américain. Voilà. Sauf que, évidemment, la difficulté du concept afro-européen, excusez-moi d'être long, mais c'est un peu important, c'est qu'il faut construire toute une histoire. Il existe une histoire. D'ailleurs, il y a des historiens qui s'y sont penchés, comme Dieudonné Lametti, montrent la présence d'Africains en Europe et qui ont fait rayonner la culture et l'histoire européenne. Mais elle est encore méconnue. J'ai écrit récemment au ministre de l'Éducation nationale afin que, dans le cadre de son école pour la confiance, il puisse notamment, en particulier dans les banlieues, diffuser, enseigner cette histoire afro-européenne pour que donc les enfants qui sont issus d'immigration, qui sont d'ascendance africaine, puissent également s'approprier cette culture, puissent avoir des repères aussi au regard de l'Europe. Ça c'est extrêmement important. Montrer que des aïeuls ont participé à la Révolution française, comme le général Dumas, et qu'ils ont donc contribué eh bien, à la République française. Ça va leur donner de la confiance, des repères, et ça va pouvoir participer aussi à une meilleure intégration et à renverser aussi les regards que l'on peut avoir. On va aller justement de l'histoire. Est-ce que vous pensez pas que justement c'est peut-être une méconnaissance de l'histoire ou un oubli de cette histoire qui fait qu'aujourd'hui les Afro-Européens, ces descendants d'Africains ont du mal peut-être à s'approprier pleinement leur européanisme et à se sentir pleinement européens? C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Oui, écoutez, elle est connue cette histoire. Elle a fait l'objet d'un livre, d'un colloque à Toulouse il y a quelques années, sous la présidence d'un historien, Dieudonné Lametti, qui est d'origine béninoise. Voilà, je vous ai juste amené la couverture et pas le livre, mais c'est pour dire qu'elle existe, cette histoire. Maintenant, il faut la vulgariser pour que les enfants puissent donc l'appréhender. Mais je pense que c'est un problème plus global, puisque ça renvoie aussi à l'histoire. Et là, on rentre dans la difficulté de la relation entre l'Afrique et l'Europe, voire entre la relation entre l'Afrique et la France. Il y a à ce sujet un déni culturel qui persiste. Je prends le cas, il s'agit nullement, je vais dire, de pointer Emmanuel Macron, il est actuellement président, il est responsable. Donc il s'agit de savoir si la politique africaine de la France entre guillemets change ou pas sous son magistère. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a encore malgré tout un déni culturel, même s'il y a des progrès qui sont faits, puisqu'il y aura Africa 2020 en marge du sommet France-Afrique, qui est là pour faire connaître l'Afrique. Mais c'est, j'allais dire, une initiative de la France, pas une initiative africaine. Et ça, c'est extrêmement important dans le processus de décolonisation des esprits. Je ne sais pas si vous connaissez un très grand philosophe sénégalais qui s'appelle donc Yann, qui enseigne à Columbia aux États-Unis et qui a pointé précisément le problème essentiel de la colonisation et qui perdure encore aujourd'hui en Afrique et essentiellement en Afrique francophones, puisqu'ils ont hérité du système scolaire français, c'est qu'on les prive d'un esprit d'initiative.
encore le système scolaire africain est basé sur les diplômes, c'est-à-dire sur le fait qu'on devient fonctionnaire. Il prend évidemment l'héritage anglais, c'est-à-dire cette école française coloniale qui formait des auxiliaires finalement de la colonisation pour en faire des fonctionnaires. Il dit que ces étudiants, même francophones, lorsqu'ils débarquent aux États-Unis, sont extrêmement forts, même parfois plus forts que les Américains au tout début de leur scolarité, donc de leur université. Mais après, ils éprouvent beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'initiative que l'on n'a pas encouragé suffisamment au sein du système scolaire africain. Et donc, à la fois, j'en reviens à ma question finalement, oui, il y a à mon sens le problème qu'il faut vulgariser cette histoire afro-européenne, parce qu'il faut la faire émerger. Et je travaille sur cela, puisqu'on essaye de faire des vraies pédagogies en ce sens, mais ce n'est pas facile d'obtenir le soutien de l'État français, parce que je dis toujours ce souci du communautarisme, l'impression qu'on fragmente l'histoire de la République, alors qu'il n'est nullement question de ça. Au contraire, l'afro-européanisme, c'est pour montrer que la France, à un moment donné, est qu'elle voit davantage s'appuyer sur sa diversité actuelle. Et c'est ce qui lui permet, à mon sens même, de créer une forme de miniature de l'universalité qui peut lui servir, notamment dans ces fameuses relations Afrique-Europe. Mais pour en revenir sur le délit culturel qui est plus global, et c'est pour ça que on a du mal à enseigner cette histoire afro-européenne, je prends juste un exemple d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il se déplace en Chine, il fait l'effort, avant de rencontrer le président chinois, de visiter avec la première dame la première cité impériale chinoise, pour montrer son respect et son intérêt qu'il marque auprès de la culture chinoise. Lorsqu'il se rend pour la toute première fois sur la terre africaine, il va donc au Mali, c'est dans le nord du Mali, et c'est même d'ailleurs le président malien qui doit se déplacer à sa rencontre, et il ne va pas par exemple au pays de Dogo. Il ne fait aucun effort, si vous voulez, pour s'intéresser à la culture africaine et montrer qu'il marque un respect vis-à-vis de cette culture africaine qui, je rappelle, a été largement effacée par les Français. Et si l'UNESCO, notamment depuis les indépendances, depuis les années 60, fait un effort particulier sur ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique, puisqu'elle a incité les historiens africains à créer des volumes, je ne sais plus, 12 brèves, je ne sais plus exactement le nombre, qui retracent donc toute l'histoire de l'Afrique, parce que celle-ci a été largement falsifiée par les colons. Vous voyez bien qu'il y a un problème, si vous voulez, entre l'Afrique et son histoire, et puis la France et l'Europe par rapport à cette histoire, puisqu'elle-même a été actrice, et notamment elle a largement falsifié cette histoire, et aujourd'hui on a l'impression que finalement pour les Européens il n'y a pas d'histoire africaine, alors qu'il y en a une, et elle est ô combien riche. On a parlé énormément de la France, justement, ça se termine dans mon introduction. On revient toujours à cette question française. Est-ce qu'il existe une relation diplomatique parfaitement européenne avec l'Afrique? Moi, je pense qu'il y a une relation entre les deux, mais en fait, des conflits quand même, ça fonctionne d'abord l'Europe et l'Afrique. Une relation entre pays, ça sera toujours avant tout une relation entre pays à pays de l'industrie. Il faut regarder, si l'Afrique a été complètement colonisée, ce n'est pas tous les pays européens qui ont colonisé l'Afrique. Il y a des grands ensembles. C'est-à-dire que le Portugal va avoir son espace lusophone, lui, il va concevoir la relation Europe-Afrique. Mais l'Estonie, une relation Europe-Afrique, elle a. Puisque l'Estonie, en fait, des aires d'influence en Afrique. La France, oui, nous sommes français, nous avons déjà ce biais-là. Les Anglais aussi, ils ont le Ghana, ils ont une histoire culturelle avec l'Afrique qui permet la France. C'est comme aujourd'hui, nous nous sentons, sur une française, je me sens, comme je me sens dans un monde de culture humaine, mais il y en a il y a aussi de colonisation. À d'autres noms, les France, on les saisit et on en appelle notre histoire de France. Et en fait, là, je pense que c'est là où l'Afrique a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut saisir du passé
mais le Tafsir, comment elle a lutté contre la système, mais comment elle s'est comment aussi elle s'est saisie, comment elle en a fait sa force et qu'elle a créé des choses qu'elle ne peut pas créer tout seul, et elle a créé mieux aussi les Européens et les Européens. Pour moi, dire qu'il y a une relation entre l'Afrique et la France, c'est peut-être forcément l'Afrique de l'Europe, les Africains qui ne veulent rien faire, c'est pas vraiment vrai, c'est quelle est la relation de certains pays africains qui vont avec la France, quelle est la relation de certains pays portugais, colonisés par Portugal, avec l'Europe. Déjà là, on a un levier. Parce qu'on voit bien que par exemple, certains pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui ont été colonisés par les Anglais, n'ont pas tout à fait le même développement que les pays qui ont été colonisés par la France, comme le Mali, la Côte d'Ivoire. On a aussi pas du tout la même chose entre Salazar, qui arrête la population portugaise en 75, Angola et le Mali en 60, et d'autres pays même avant comme le Ghana. Du tout, la même histoire, c'est pas du tout une même pensée. Ensuite, après ça, il y a aussi des guerres d'influence. Par exemple, le Nigeria, comment il construit sa relation avec la France alors qu'il y a eu la guerre du Biafra et qui considère que nous, on est allé au Biafra et qu'on a essayé de contrôler leur terre. Alors que ce n'est pas notre terre d'influence traditionnelle, c'est un pays anglophone. Moi, j'ai toujours un pensée, et c'est très bien parce qu'on a des points de vue un peu différents, mais ça se nourrit. J'ai toujours eu un pensée très différent. Je me suis toujours dit, en tant que franco-africaine, qui est française, mais née dans une culture africaine, comment je comprends ma culture, non pas seulement africaine, mais ma culture malienne. Je me suis dit, je vais comprendre ma culture malienne, comme ça je me sentirai africaine, et je vais comprendre ma culture française, comme ça je me sentirai européenne. Et non pas l'Afrique du Sud, je ne sais pas, celle d'enracinement, et l'Europe effacée, et je suis encore française. Je suis franco-malienne et euro-africaine. Dans les deux, pour moi, c'est équivalent. On met les continents face au continent et on met les pays face au pays. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que tant qu'on ne comprend pas ça comme ça, on ne pourra pas faire le pensée correct des diasporas. Parce que les diasporas, c'est deux pays qui se passent et à travers ce lien entre pays permet de penser le continent. Parce que quelqu'un qui est franco-malien, il va avoir une algérien, il va avoir une pensée conflictuelle. Quelqu'un qui est, pour prendre l'exemple de l'Estonie, qui est à moitié estonien et à moitié burkinabé, il ne va pas du tout avoir la même relation parce que les pays n'ont pas de lien historique. Alors, je ne peux pas dire, quand je suis d'origine de Project Estonie, que l'Estonie a colonisé le Burkina, c'est pour ça que je suis euro-africain. Pour moi, c'est le point de vue que j'ai dessus. Et puis, sur la connaissance, après, je vais pousser dans ma paroisse. Je trouve que l'approche d'aujourd'hui, elle change, mais elle ne change pas que parce que le président le veut. Et c'est là que les gens sont bien rappellent, parce qu'il y a des gens qui sont donnés pour qu'il y ait une déconstruction de la pensée et qu'on mette sur la table des véritables vérités. Non pas seulement la pensée telle. L'Afrique, elle a besoin d'être aidée parce qu'il y a des personnes qui sont en demande. Mais c'est comme aujourd'hui, nous avons les trucs nationaux, et même en France, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Mais là où il y a une différence, c'est comment on aide les gens qui ne sont pas français. On les aide que parce qu'on est en intérêt en France. C'est là que va arriver notre question de la colonisation, de l'immigration. C'est si on ne fait pas des emplois là-bas, on sait bien que les jeunes, qui sont en 2050, ils vont venir en France et ça va poser un problème pour l'Europe. Est-ce que l'Europe, la France et les pays de l'Europe, ils sont prêts à absorber cette masse de jeunes? Ils ont des conditions différentes des nôtres et qu'ils ont une manière de réfléchir. Je vois que vous avez déjà posé certaines questions que j'allais vous poser, mais c'est très intéressant. Mais justement, lorsque vous abordez la question historique, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'on doit aborder cette question à travers le prisme justement de nos conflits et pas uniquement de nos intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la Chine n'a pas le même rapport conflictuel à l'Afrique que certains pays européens, comme vous l'avez fait justement dit, tous les pays européens n'ont pas été colonisés à terre. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas dire à l'Europe, regardez vers l'Afrique et vers tous les pays africains ou d'autres pays africains, pas forcément ceux que vous avez colonisés, ceux avec lesquels vous avez une histoire conflictuelle,
mais pour un intérêt économique bilatéral, bien entendu, pas néocolonial, mais bilatéral. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi aller vers ce mode de cancellage? Je sais pas lequel je vais se terminer peut-être. Dans le cadre de mes fonctions, on est souvent amené à travailler. Après, il est président de l'Hospitalité France-Nigeria. Il y a deux raisons. Déjà, le Nigeria, c'est un pays qui est devenu un pays actuellement. Il a quand même une petite particularité que deux présidents n'ont pas eu. Quand il a fait ses études des NAR, il est parti au Nigeria. C'est là qu'il a fait 6 mois au Nigeria. Je le rappelle souvent. Mais ça permet par rapport à d'autres présidents de dire ok, je ne parle pas le français, mais j'ai quand même vécu en Afrique et je n'ai pas forcément vécu dans l'Afrique d'un pays colonisé. Du coup, il a une autre rapport. Mais sur la question, c'est pas forcément par le prisme conflictuel qu'on va aborder le truc. Pour avancer, dans certains moments, la solution pour moi, c'est ok, vous avez fait ici. Ok, c'est notre histoire. Vous n'allez pas vous échapper en disant on n'a rien fait, mais à partir d'un certain moment, il faut avancer. Parce que aujourd'hui, les défis de l'Afrique sont des défis l'immigration, la déforestation, l'écologie. Je suis désolée, mais elle ne peut pas répondre à cette question en disant j'ai été colonisé, payez-moi. Je n'ai pas la réponse à adapter. La réponse à adapter, j'ai mon fleuve s'assèche, j'ai ma population qui va exponentielle et qui ne pourra pas être qui n'a pas d'emploi. Comment on fait pour que ces jeunes-là, avec les connaissances que tous les pays africains et européens ont, puissent avoir une éducation comme tout le monde peut bénéficier aujourd'hui par l'échange de connaissances. C'est pour moi le vrai défi. Moi, je suis désolée, je ne laisse jamais la parole de dire ah, il n'y a pas eu la connaissance à apporter un bienfait à sa vie. C'est là où les gens sont forts. Mais je me dis, à partir du moment où on a défini que la colonisation c'était mal et que la France a reconnu ses torts, une fois qu'elle a reconnu ses torts, là on peut se dire, très bien, maintenant nous sommes égaux à égaux. Nous ne sommes plus colonisés, nous sommes des pays indépendants. Comment nous pouvons collaborer pour que nos problèmes soient résolus sur place, pour que demain, ces problèmes ne vous reviennent pas à vous, parce qu'on a une immigration et une société de Oui, sur la question ah, vous m'entendez là? Oui, alors c'est évidemment toujours un débat éternel, quoi. Est-ce qu'on doit reparler du passé, toujours pour reprendre ce think tank qui est très important et qui, je crois, influence pas mal d'ailleurs Emmanuel Macron, qui est l'Institut de l'Otan, qui a fait un rapport en 2017 pour savoir finalement comment la France devait se comporter par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui et par rapport à cette transformation en cours. Il y a notamment une dernière proposition qui consiste à dire qu'il faut promouvoir un discours de l'histoire, ce qui consiste finalement à oublier le passé. Le problème, c'est que on a beau effectivement, on pouvait le faire même par un décret présidentiel, considérer qu'on ne parle plus du passé. C'est ce qu'a voulu faire d'ailleurs Emmanuel Macron lors de son discours de Ouagadougou. Il a fait du jeunisme, c'est-à-dire qu'il s'est adressé en tant que jeune président à des jeunes, et d'égal à égal. Et il a dit, je suis finalement de votre génération. Et moi, le passé, c'est derrière moi, je ne connais pas, moi, la période de la colonisation, etc. Et donc, projetons-nous sur l'avenir. Évidemment, c'est un discours responsable de la part d'un politique. Mais le problème, vous avez cité une anecdote qui est arrivée par rapport à une étudiante, c'est que le passé revient tout le temps comme une forme de boomerang. C'est-à-dire, moi j'avais été interrogé par Sputnik pour précisément sur la relation France-Afrique, et j'avais dit à ce journal que, quelles que soient les bonnes volontés, je pense que Emmanuel Macron a une réelle bonne volonté concernant l'Afrique, on ne peut pas le demander. Mais le problème, c'est qu'il a été formaté. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de jeunesse, c'est que quand vous allez à l'école républicaine ici en France, on vous formate sur votre histoire, sur la relation par rapport à l'Afrique, et donc
vous obéissez au même logiciel. On ne change pas le logiciel. C'est-à-dire que tant qu'on ne change pas finalement le regard que l'on a sur l'histoire d'Afrique, parce que quand vous dites finalement oui, on a dit que c'était mal la colonisation, non, Emmanuel Macron l'avait fait pendant la campagne présidentielle. Effectivement, en Algérie, il avait assimilé la colonisation comme un crime de guerre. Et là, à son retour, évidemment, il a eu droit donc, à des critiques assez acerbes. Il a dû rectifier le tir. Mais oui, il va falloir qu'on regarde en face sa propre histoire et qu'on évite, j'allais dire, de faire appel à la complexitude à la sarkozienne ou, j'allais dire, au jeunisme à la macronienne. Il va falloir qu'on dépasse ça. Ce n'est pas, j'allais dire, pour se critiquer soi-même, c'est pour précisément avancer, mieux avancer dans la relation. Moi, je vois, j'ai par exemple un fils métis, donc afro-européen, et ce fils, eh bien, quand il était au collège, lorsqu'il aborde la question de l'esclavage, son professeur va davantage accentuer le trait sur la collaboration de royaumes africains dans l'esclavage. Ça pose quand même un problème, si vous voulez, lorsque l'on aborde l'histoire de cette manière-là. Voilà, donc c'est notre histoire, mais de façon objective. Et puis, avancer. Pourquoi? Parce que je regardais avant de venir l'actualité en Afrique, au Sénégal, au Mali, au Cameroun. Et par exemple, mardi dernier, mardi de cette semaine, il y a le président Macky Sall sénégalais qui a été à Tivaouane et qui a parlé de la colonisation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a eu à la rentrée scolaire au Sénégal une polémique sur le port du voile dans un institut catholique de Dakar. Eh bien, il a dit que la colonisation spirituelle ne passera pas au Sénégal. Mais vous voyez, le terme qu'il utilise, colonisation, vous voyez que ces termes que l'on croit finalement révolus, que l'on croit faire partie du passé, ils sont également utilisés par les hommes politiques. Alors, parfois, je le reconnais, instrumentalisés aussi. Ça, j'en ai bien conscience. Mais ça marche. Mais ça marche, en tous les cas, auprès de la population sénégalaise, avec la montée notamment de Sonko, qui joue beaucoup sur la présence française au Sénégal, à travers ses entreprises, à travers l'armée française. Vous avez aussi, par exemple, Sidi Ndiaye qui est intervenu sur la question du port donc du voile, qui a donné son avis. Et vous voyez, on l'aperçoit également comme une africaine au Sénégal, comme une sénégalaise, donc sa parole compte, ce qui prouve d'ailleurs aussi une imbrication des mondes. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose ici en France, ça a une résonance particulière également dans l'ancien précaré français. Vous voyez que les mondes ne sont pas séparés, l'Afrique et l'Europe. Eh bien, vous avez un ancien conseiller de Macky Sall, qui l'a traité de nouvelle négresse de service. Donc vous voyez, les termes sont forts, mais ça renvoie encore au passé, quoi. Voilà. Il y a eu aussi l'intervention lors d'un sommet Russie-Afrique d'une conseillère ivoirienne, et j'ai pu lire que finalement on l'a présenté comme un symbole de la libération de l'Afrique. Vous voyez, ces termes ne sont pas neutres. Politiquement, ils veulent dire quelque chose. Ça veut dire qu'au final, on est encore dans un processus de décolonisation des esprits qui est en marche. Là, par exemple, à Dakar, vient de se terminer les ateliers de la décolonisation des esprits qui a été créé par Achille Mbembe, qui est un très très grand intellectuel camerounais qui enseigne également en Afrique du Sud, et par également Felwine Sarr, qui est aussi un très grand intellectuel sénégalais. Et il vise précisément à ce que l'initiative soit africaine. Vous voyez, toujours encore pour l'Institut de Montaigne et le nouveau rapport, lisez-le, ce qui est très intéressant, il décrit bien les étapes, les relations entre l'Afrique et l'Europe, mais il s'agit essentiellement d'un projet économique. Qui finalement est présenté
par la France et par l'Europe. On se sert de l'Europe parce que la France aujourd'hui n'a plus les moyens de ses prétentions en Afrique. Vous disiez, hein, est-ce que finalement il y a une diplomatie européenne? Il y a un leader européen qui est la France, hein, c'est certain. Mais il y a du mal, j'allais dire, à amener l'Europe en Afrique parce que les Européens commencent un peu à se méfier de la France vis-à-vis de sa politique. Lorsqu'il parle de Euro-Afrique, moi je trouve qu'on est encore dans la perspective de ce qu'on appelait l'Eurafrique, qui était finalement un projet de fusion entre l'Europe et l'Afrique, l'entre-deux-guerres, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Et on est à peu près dans la même situation finalement géopolitique, c'est-à-dire qu'on a ramené le concept d'Eurafrique parce que l'Europe est évidemment en perte donc, de puissance, et il s'agit de s'appuyer sur un grand continent qui a beaucoup de ressources et qui permet, parce que c'était un peu votre thématique, est-ce que finalement l'Afrique peut sauver l'Europe? Mais elle l'a beaucoup sauvé, je dirais, dans son histoire, aussi bien, j'allais dire, on a largement profité, mais ça a toujours été un projet économique finalement, l'Europe, par rapport à l'Afrique. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, ça doit être aussi un projet politique, un projet culturel. Et c'est là où on doit faire émerger de nouveaux paradigmes dans cette relation. C'est le cas, évidemment, de l'Afrique qui s'interroge sur elle-même, qui d'ailleurs dit « on a nullement besoin de l'Europe ». C'est quand même des propos tenus par Achille Mbembe. Je vous les partage parce qu'ils sont extrêmement intéressants, parce que c'est aussi une manière de voir comment aujourd'hui les intellectuels africains pensent par rapport au monde. Ça paraît essentiel de vous citer en entier. Le moment culturel en Afrique est extrêmement fécond et dans toutes les disciplines. La France n'en est pas du tout l'objet central. La grande question, c'est l'Afrique. Comment l'ouvrir à elle-même afin qu'elle redevienne sa propre force? Ce n'est pas la France, ni les États-Unis, ni le colonialisme en tant que tel, c'est l'avènement de l'Afrique à son propre projet en tant que celui-ci participe d'une nouvelle donne planétaire. Et c'est fondamental, ça veut dire que la prise d'initiative, qui est finalement la caractéristique même de la mentalité occidentale vis-à-vis donc de l'Afrique, eh bien ces Africains ont pris conscience qu'ils devaient aujourd'hui prendre l'initiative. Alors ça reste encore, j'allais dire, limité aux intellectuels. Il va falloir que les présidents africains, et ça commence à venir, hein, vous aviez cité effectivement donc certains pays comme le Ghana, mais d'ailleurs qui n'a pas toujours été tendre avec le président Macron lorsqu'il avait été invité, il a pris le contre-pied de temps en temps, et ça a été repris d'ailleurs assez souvent par des activistes africains, mais vous voyez bien qu'il y a un processus en marche, et moi la question que je me pose aussi, mais là je suis peut-être un peu taquin, c'est de me demander est-ce que l'Afrique a besoin de l'Europe aujourd'hui? C'est la vraie question aussi que l'on pourrait peut-être se poser. Une question, justement, on parlait des plus grandes puissances comme la Chine. Est-ce que justement, face à ça, c'est ça qui a intérêt en Afrique et justement multiplier les relations diplomatiques avec l'Afrique? On peut se demander aujourd'hui, est-ce que oui, l'Europe, est-ce que l'Afrique a besoin de l'Europe? Et vous parlez de la question culturelle, j'ai l'impression qu'on s'attarde sur la question économique parce que dès qu'on aborde la question culturelle, il y a la question du néocolonialisme qui apparaît et la conflictualité également qui serait économiquement. Mais autant ça fait, et moi je rejoins tout à fait sur cette espèce de rejet pour les intellectuels africains aujourd'hui qui justement, un intellectuel algérien disait que le français est un butin de guerre, mais aujourd'hui, les jeunes intellectuels disent qu'on n'a pas besoin de français. Nous avons notre propre langue, d'autres intellectuels en Afrique également. Donc on peut se demander si, quel est le rapport entre cet héritage à la fois culturel et économique. Et ce sera la deuxième partie de la question de la restitution des œuvres d'art, donc c'est aussi un héritage matériel qui est entre les mains de l'Europe, entre les mains de la France. Est-ce qu'il faut que la France restitue cet héritage? Est-ce que c'est un héritage finalement aussi?
j'ai l'impression des fois aussi que tu as contrôlé de ce discours. Avant, c'était du colonialisme, je veux dire, mais après, aux jeunes élèves africains à dire mon ancêtre, on apprenait à mon grand-père, on apprenait que les frères étaient colons. Je veux dire, pas tout à fait que par exemple. Donc voilà. Et sur le reste, les États-Unis, lorsqu'ils exportent leur culture et ils se fait partout dans le monde, on appelle ça de la du soft power. Et donc en France, les fois, cette soft power, ça produit en colonialisme. Donc quand on est fier et qu'on félicite le soft power américain, en fait on se dit ah ben c'est bien, les Américains ils nous ont colonisés, on est très contents, c'est une méthode qu'il faut suivre. Non, c'est pas du tout ça. Le soft power accompagne les économies. Si la France elle veut travailler avec les Africains, elle est européenne avec les Africains, elle est obligée de se dire pour qu'ils soient intéressés par ma culture, par mon économie, il faut qu'ils comprennent mieux qu'est-ce que l'Europe. Or, les Européens ne comprennent absolument pas l'Afrique. L'Europe des Africains ne comprennent pas tout à fait l'Europe. C'est-à-dire que la Russie est un impensé. Parce que il y a d'un côté l'impérialisme qui fait que l'Europe salle tous les enjeux de la vie, alors que dans certains domaines, les Africains sont en avance sur les Européens, notamment dans tout ce qui est économique. Les téléphones portables, par exemple, les beaucoup plus avancés, les gens payent leurs factures avec leur téléphone portable, bien avant, on commence à imaginer. Mais en même temps, les Africains posent différemment ils la posent comme le grand méchant. Et je pense que certains intellectuels ont la bonne vision des choses, parce qu'un pensée africain, par un pensée africain, un pensée de certains pays, de certaines régions, devient un pensée africain, parce qu'un pensée africain, c'est la réalité. Il ne se comprend pas. Un conseil nigérian réfléchit absolument pas pareil que quelqu'un qui habite à Zanzibar. Il y a quand même 54 pays. Moi, je ne réfléchis absolument pas comme quelqu'un, j'ai vécu en Mali, je ne pense pas comme quelqu'un qui vient de RDC ou quelqu'un qui vient de l'Éthiopie. Ce n'est pas du tout la même culture. Ces gens-là ne peuvent pas se dire, oui, aujourd'hui, nous avons les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes habits, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes religions. Ils sont plus, ils sont plus proches au niveau du continent et de certaines mentalités, mais ils ne sont pas semblables. C'est pareil, c'est comme dire qu'un Portugais, c'est tout à fait la même chose qu'un Slovaque. Ce qui m'intéresse, c'est cette diversité on la retrouve dans les pays mêmes. Parce que il y a des différentes ethnies, il y a énormément de langues, et d'ailleurs la découpe de l'Afrique a été faite par les colons, donc on ne retrouve pas forcément Et ça pose un problème dans les œuvres d'art aussi, parce qu'une fois qu'on a découpé les pays, une fois qu'on a extrait les œuvres d'art avec toutes sortes de procédés, achat légal, 1% et encore, même pas de cette et puis vol, pillage, menace, extorsion. Aujourd'hui, ça c'est la base. Maintenant, on va restituer. Les restitutions, pour certaines, elles ont 100 ans, 200 ans. Dans des pays qui avant n'existaient pas, avec des peuples qui ont été littéralement décimés, massacrés. Eux ne se reconnaissent même pas parfois dans l'État nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas du Mali, vous savez, des Touaregs. On a peut-être confisqué, pas tout à fait, mais la France a fait des œuvres d'art qu'elle doit restituer aux Touaregs. Elle à quel prix elle les restitue aux Touaregs du Mali. Les Touaregs considèrent même pas que ces Maliens qui viennent de créer un État qui s'appelle l'Azawad. Donc on restitue à l'Azawad, on reconnaît l'Azawad pour leur restituer les œuvres d'art. C'est une question qui est beaucoup plus compliquée. Ensuite, ce qui est bien, c'est que le État, qui avec Bénédicte Savoie, c'était chargé par le président Emmanuel Macron de faire un audit sur cette restitution des œuvres d'art. Mais là, il y a trois problématiques. Là, on pense d'Europe. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je pense pays avant. La France a proposé cette initiative. Les élus ont paniqué. Les œuvres d'art, les partis avec les députés, ont parti au Quai France. Les gens, on leur a dit, expliquez-nous, avec le Nigeria, comment va se passer la restitution des œuvres d'art. La France est l'un des pays qui a le moins d'œuvres d'art
regarde le Nigeria, par beaucoup d'œuvres d'art. Et déjà, ils réfléchissent comment c'est possible de transférer des œuvres d'art, sachant que légalement, on ne peut transférer certaines œuvres d'art que par des lois. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands ne transfèrent des œuvres d'art, même si elles appartiennent à son pays, que par une loi. Par exemple, à Bélis, il a fallu une loi spéciale à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit transférée. C'est-à-dire qu'on va transformer tout le corpus juridique législatif de l'Assemblée nationale pour transférer. Les musées, eux, en vérité, chacun défend sa paroisse. La première chose que les musées, c'est en ministère. Les musées, c'est peut-être dans notre temps, et nous, on est dans des situations, c'est pas nous, on va dire qu'on a ramassé, certes, mais c'est pas nous qui sommes allés personnellement voler les œuvres d'art et les mettre dans un musée. Nous, on a fait un travail derrière, qui était un travail colonialiste, mais ce n'était pas en bout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés spécifiquement en disant, en fait, on veut ouvrir un musée dans 30 ans, vous criez, voler, tuer, et ramenez-nous les œuvres d'art. C'est pas comme ça ça s'est produit quand même par nous. Tout ça, c'est autre chose. Ensuite, est-ce que les gens, ils veulent forcément les œuvres d'art comme ça? Est-ce qu'ils se disent, moi, je veux des œuvres d'art que de mon pays? Est-ce qu'il y a aussi des œuvres d'art qui vont voyager de manière je ne peux pas retracer comment on fait, on les envoie en Afrique, on dit débrouillez-vous. Alors que comme on a pillé leur pays, on leur a enlevé une partie de la culture, comment il la retrace, comment il a réapproprie à leur histoire. Et puis les Anglais et les Allemands, eux, on les tout à fait d'argent. Ils ont dit d'accord, merci, d'accord. Donc les pays leur ont dit pourquoi la France va le faire? Si vous allez nous prendre nos œuvres d'art avec nous, c'est pas comme ça, c'est l'initiative de la France. En tout cas, l'Afrique, elle a disparu. C'est fantastique. Il y a toujours en fait dans la complexité du continent, une complexité des pays. Peut-être que l'Estonie, par toutes les magies du monde, a pu avoir des œuvres d'art africaines. Elle le pense comment? Elle les a eues sans doute par l'échange culturel des œuvres d'art, ça peut être possible dans tous les pays. Parce qu'on a les œuvres d'art françaises de la Révolution française qui sont des États-Unis par les miracles. On va faire remonter une année. Donc il faut essayer de faire un pensée sur comment, pourquoi, je pense qu'il nous expliquera mieux sur cette relation de culture à culture, mais pour moi, non seulement c'est un pensée de, il ne faut pas penser que colonisation. La colonisation, c'est quelque chose sur laquelle on pourra jamais. C'est-à-dire que toutes les études du monde, pour arriver, ne pourra pas revenir sur les morts, les disparus, ça ne pourra pas revenir sur certaines choses qui ont été signées dans les pays européens, mais on arrive aujourd'hui à reconstruire une relation dans laquelle les Européens ne se considèrent pas supérieurs aux Africains. Déjà, on aura rendu au moins 10% de la dignité du peuple africain qui, elle, ne demande pas beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est comme tous les États du monde, quand on vient faire appliquer, on respecte leur loi. Maintenant, la question c'est quelle loi? Qu'est-ce qu'eux ils font pour qu'on respecte leur culture? Quelle est leur culture? Comment ils doivent aller dans un pays africain et essayer de faire certaines entreprises? Pourquoi ils peuvent faire ça? Donc, comment ça se fait? C'est à partir de là où on peut se dire que l'Europe a un rôle à jouer et pas juste un rôle symbolique. Comment eux ils entendent les règles à ceux qui les représentent? Il faut que quand ils vont en Afrique, ils respectent les lois. Sur la question de la restitution des œuvres d'art, je ne suis pas vraiment spécialiste, parce que je devrais un peu m'intéresser, puisque j'ai partenaire aussi avec l'UNESCO, et l'UNESCO précisément a un rôle important à jouer dans la restitution. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que sa directrice générale était ministre de la Culture et avait refusé la restitution qui avait été demandée par le président du Bénin. Et aujourd'hui, elle se retrouve donc à la tête de l'UNESCO et une procédure qui vise à rapprocher les États demandeurs de la restitution d'œuvres d'art auprès de ceux de la France, par exemple, de l'Allemagne, aussi, voilà, donc c'est une petite anecdote qui montrait qu'on peut se trouver parfois dans des situations. C'est vrai qu'il y a un problème législatif en France. Il me semble que de toute façon, le rapport que vous aviez cité dans ce ça
était plutôt favorable pour une restitution. Mais toutes les difficultés avaient été soulevées. Donc la restitution, à mon avis, avait lieu. Par rapport au Bénin, ça ne semblait pas, puisque c'était le royaume mais ça ne semblait pas correspond plus ou moins, même s'il dépasse évidemment le Bénin actuel, mais ça reste quand même. Ouais. D'accord, mais enfin, il me semble que ça paraît possible. Par exemple, Dakar a aujourd'hui construit, parce qu'on a très souvent aussi soulevé la question, est-ce que oui ou non les Africains ont la capacité de pouvoir accueillir ces œuvres d'art et de les conserver. Voilà. C'était le problème qui avait été soulevé. Alors là, il y avait la fille de l'ancien Premier ministre, qui a, je ne sais plus, j'ai perdu son nom, l'ancien Premier ministre, qui est l'ancien Premier ministre béninois. Vous voyez, j'ai perdu son nom. Ouais. Bon. Et sa fille, donc, qui tient un musée là-bas, a rappelé quand même quelque chose d'assez juste sur la question de la conservation. C'est qu'avant que les colons finalement pillent ces œuvres d'art, ils avaient réussi à les conserver sans aucune difficulté. Au-delà de ça, il faut savoir que quand même, que ce soit à Yaoundé, que ce soit aussi, par exemple à Dakar, un musée de la civilisation noire qui est extraordinaire. Aujourd'hui, les États africains commencent à avoir cette capacité, si vous voulez, en termes de musée, à pouvoir donc, accueillir ces œuvres-là. Moi, je ne vois vraiment aucun obstacle au-delà, évidemment, des problèmes frontaliers. La question sécuritaire, est-ce qu'il y aurait une problématique sécuritaire à la conservation de ces œuvres-là? On le voit avec ce qui se passe, il y a des révolutions en ce moment, des révoltes. Il n'y a pas une peur des pays européens? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Tous ne sont pas logés à la même enseigne, c'est évident. Mais pour ce qui concerne le Sénégal, moi je vois plutôt de stabilité, je ne vois pas de difficulté particulière. C'est vrai que le Cameroun, c'est un peu plus compliqué dans sa partie francophone et anglophone, qui ont une vraie difficulté. C'est davantage un problème aussi de succession familiale. Sur le Bénin, ça paraît assez stable, parce qu'on cite souvent le Bénin dans la question de la restitution des arts, des œuvres d'art, parce que c'est ce pays quand même qui a été à l'origine de la question. Donc, moi, j'y vois vraiment aucune difficulté. Voilà. Mais c'est important parce que ça permettra aussi de montrer. Alors, la France, la Belgique, il y a vraiment des difficultés. Là, pour le coup, à travers la restitution des œuvres d'art, ils ont plutôt manifesté une forme de réticence. Mais c'est important que l'Europe joue le jeu de cette restitution des œuvres d'art, quelles que soient les difficultés que cela posera au musée comme le Quai Branly ou autre. Mais ça vaut peut-être le coup, je dirais, dans notre relation précisément Afrique-Europe, j'insiste, parce que pour le coup, moi, j'aurais envie qu'on dépasse précisément ces relations de pays à pays, parce que je pense que c'est un danger et que je sais que c'est compliqué. Alors, vous citez par exemple l'Estonie, mais enfin, il y a quand même très peu d'Estoniens en Afrique, me semble-t-il. Donc, en l'occurrence, voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on y rencontre évidemment beaucoup de Français, ça c'est évident, mais il y a une nouvelle génération aussi. C'était dit dans l'Institut, dans le rapport d'Institut de Montaigne, c'est cette nouvelle génération, c'était de Français qui peuvent se marier avec des Africaines, qui forment des couples mixtes et autres. D'ailleurs, on avait été surpris lorsqu'il y avait eu le conflit dans les années 2000 en Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'agissait de rapatrier les Français donc, à Paris, et on se disait, mince, c'est quoi tous ces métis, ces femmes noires, ces hommes noirs qui sont français, etc. Et finalement, on a découvert, si vous voulez, d'autres Français, quoi. C'est plus le colo blanc de l'époque. Voilà. Et donc, il y a vraiment une évolution aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi aussi, j'insiste sur le terme d'afro-européen. Je m'excuse, mais de revenir à l'attaque. Mais tout simplement parce que là aussi, je ne m'arrête pas, j'allais dire, les personnes noires en Europe, qui englobe également les personnes comme moi, qui, pour des raisons de travail, par rapport au fait que je suis aussi
créer, fonder des familles entre l'Afrique et l'Europe, eh bien, peuvent se retrouver aussi dans ce concept afro-européen. Alors évidemment, ça demande un imaginaire. C'est vrai que quand on dit afro-européen, c'est d'origine africaine, voire que d'origine africaine, il faut dépasser précisément, j'allais dire, tous ces obstacles, toutes ces limites intellectuelles et culturelles que nous avons héritées du passé. Il y a la peur de l'appropriation culturelle aussi du côté peut-être des personnes de descendance africaine ou même des Africains eux-mêmes. Il y a une conflictualité aussi dans ce rapport-là. Qu'en pensez-vous? Les Africains par rapport à la diaspora? Oui. Vous savez, très souvent, les Africains regardent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays d'origine. Qui en fait ont vu le libéralisme comme un moyen d'avoir l'indépendance de leurs États face à un risque de balkanisation. Et là, je regardais aussi des articles assez intéressants, donc précurseurs, le fédéralisme comme moyen d'avoir l'indépendance, et tous ensemble, on pourra aussi se défaire de ce joug colonial. Et ça peut toujours être vrai quand on a parlé beaucoup de France-Afrique, tout ce genre de relations post-coloniales, le colonialisme ne change pas passé. Il y a aussi les colonialistes en Afrique sont aussi venus imposer un modèle d'État-nation, qui est un modèle d'État-nation très européen, qu'on a exporté un peu partout, qui ne correspond pas du tout à ces pays, et c'est ce que vous disiez sur déjà la diversité de tous les différents États qui existent en Afrique. Et à l'intérieur de ces États, des diversités culturelles immenses. Enfin, bien que la taille du continent, forcément, on a une énorme diversité à l'intérieur. Et donc, comment le fédéralisme peut, pour ces États, être un moyen de construire un État qui est différent que ce que nous colonisateurs, les colonisateurs du 19e siècle ont voulu imposer sur ce continent-là comme construction étatique. Il y a plusieurs États africains qui se sont construits comme des fédéralistes. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud. Tout le temps, le fédéralisme, c'est toujours une ancienne colonie britannique, jamais une ancienne colonie française. Mais il y en a déjà quelques-uns. Il y avait pas mal d'articles dans les années 2000, 2003, sur comment le fédéralisme peut être pour les États en Afrique un moyen de pacifier et de gérer une diversité culturelle, ethnique, de richesse aussi entre la mer, le côté de la montagne, le côté du fleuve, où on n'a pas les mêmes productions et on n'a pas du tout les mêmes structures économiques, qui pourraient aussi nous inspirer des réflexions qui existent là-bas, sur nous, nos réflexions ici en Europe, et de construire un État autrement. L'État n'est pas forcément l'État-nation qu'on connaît en Europe, ça pourrait être autre chose. Voilà, c'est une belle question. Et je pense qu'on va rebondir sur ce que tu disais. À très juste titre, en Afrique, on a hérité de structures politiques européennes. On a hérité aussi même du droit souvent français ou même du droit anglo-saxon. C'est juste un petit peu de mais je pose la question. Ouais, donc au début, vous avez cité certaines personnes qui disaient qu'il n'y avait pas d'histoire africaine. Forcément, ça me fait penser à un certain discours qu'on essaye il y a une dizaine d'années à peu près. Et je voulais savoir quel était en fait le changement entre le discours de Sarkozy en 2007 et le discours de Macron à Ouagadougou en 2017. Est-ce que durant cette période de temps, il y a eu de réels changements vis-à-vis de la politique française, vis-à-vis de l'Afrique? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, répète. Donc, je disais que au début, vous aviez prononcé une phrase qui était à certaines personnes qui disaient qu'en gros, l'Afrique n'avait pas d'histoire. Donc, forcément, ça fait penser au discours de Dakar en 2007 de Sarkozy. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait en fait des changements entre ce discours de Dakar, qui a été largement décrié à raison, et le discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que dans cette période de temps, il y a eu de réels changements dans la perception de cette politique de la France à l'égard de l'Afrique, ou si ce ne sont que des mots, si ce sont que des pensées qui sont très difficiles à faire évoluer, et si ce sont au final que des paroles, des promesses, et au final, voilà, une fois tous les 5 ans il y a des élections, et puis c'est cette chose.
Sur les autres points, sur la question du fédéralisme, en fait, on a eu des tentatives. Déjà, le monde arabe, le Maghreb a essayé. Le Mali, le Sénégal et la Gambie, ils étaient ensemble. 6 mois plus tard, c'était terminé. Donc en fait, on a eu des expériences dans le monde francophone, mais en fait, les anglophones n'ont pas du tout eu la même manière. Déjà, ils ont formé des cadres africains pendant toute la période de leur colonisation, alors que nous, on en formait, mais on s'assurait quand même qu'ils n'allaient pas trop dans donc quand on est parti, on avait quelques cadres, on avait quelques ministres. Enfin, par exemple, le président du Mali, il a été député français. Donc on avait quand même quelques cadres, mais on n'avait pas le même niveau de fonctionnaires, d'entrepreneurs, comme il l'a si justement dit, que les Anglais peuvent avoir. Mais par contre, au Nigeria, il y a une faiblesse. Leur État est faible. Ça, c'est-à-dire qu'ils ont un État, les États fédérés sont très 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 forts, mais l'État lui-même, il est très très faible. Ils ont beaucoup de mal à se prendre. Par exemple, le Nigeria, il faudrait prendre dans le domaine la place de la production. Mais en fait, leur État fédéral est tellement faible qu'en vérité, les vrais chefs, ce sont les États fédérés. Et le problème, c'est que de pays à pays, de petits États fédérés à petits États fédérés, vous n'avez pas du tout les mêmes dynamiques. Et vous vous retrouvez avec des États comme Kano, vous allez avoir certains intérêts, d'autres vous allez avoir d'autres intérêts, puis des fois ils ne vont pas se parler parce qu'ils vont dire oui, bah, nous sommes des États à majorité chrétiens, voilà, vous êtes les États à majorité musulmane, débrouillez-vous avec Boko Haram, c'est pas du tout le même délire. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'inspirer. Il y a des écrivains français, il y a des écrivains africains, il y a des auteurs, des philosophes africains qui ont une richesse de pensée qui pourrait inspirer mais vraiment tout le monde. On a eu aussi une charte des droits de l'homme, celle de quand nous sommes c'est le véritable, c'est tout content, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, il date depuis 1200, charte des droits de l'homme. Donc je veux dire, quand on parle d'histoire, les droits de l'homme, c'est hyper important dans le penser soi-même en tant qu'individu et en tant que collectif et en tant que communauté et en tant que dans son rapport aux droits de l'homme. Il y en a quand même une en Afrique qui date depuis 1200. On n'a pas attendu. Et ce qui est très intéressant ensuite dans notre question, c'était que le président de la République de l'époque avait dit l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est même pas le fait qu'il dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Ils disent l'homme africain n'est pas assez. C'est-à-dire qu'il a vraiment la femme. Voilà. C'est-à-dire qu'il a dit que l'individu africain n'a pas été en lui-même, dans sa métonymie, quelque chose d'assez important. Il a donc effacé tous les généraux qui ont pu se battre dans la colonisation, qui eux sont des héros. Parce que si on par exemple considère que quelqu'un comme Vercingétorix c'est un héros, les gens qui se sont battus contre la colonisation africaine, par exemple au Mali, sont des héros. Ensuite, il a effacé les gens qui, aujourd'hui, l'homme le plus riche de tous les temps, j'espère que c'est une personne qui a vécu au Mali. Lui, c'est une histoire. Et une histoire internationale qui dépasse les frontières et une histoire africaine. C'est-à-dire qu'il a traversé les frontières, il est allé jusqu'à la Mecque, en Arabie Saoudite. Il n'a pas attendu que M. Sarkozy arrive et dise c'est pas si important de ce C'est marrant parce que dans ce discours, il a dit je suis à l'université du Sénégal et il a oublié de dire je suis à l'université Cheikh Anta Diop, qui est le nom officiel de l'université. Ça prouve aussi que même inconsciemment, il dénigre en fait la place des hommes. Il y a des universités qui sont les plus anciennes du monde qui se trouvent aussi en Afrique. Je pense qu'il y a eu un changement de paradigme et un changement bienvenu. Mais c'est un changement qui, pour moi, a du sens que quand on se dit de 1789 à aujourd'hui, la France est encore en mutation et elle le sera encore. Et les États africains, dans leur ensemble, ils ont eu leur indépendance dans les années 60. Du coup, à 200 ans après, le processus est différent. Et puis, après cette espèce les historiens se sont quand même dit, pour qu'ils disent ça, c'est que nous, historiens africains, philosophes africains, on n'a pas assez bien valorisé tout ce qui fait notre diversité. Il y a un corpus, il y a des faits
qui montre qu'on est assez riche de l'OTAN comme tous les peuples au monde. Maintenant, on va systématiser. Et puis, comme vous avez expliqué, il y a des... Ils veulent penser par eux-mêmes, ils ne veulent pas se dire que ok, la France va encore nous aider. Parce que c'est ce qui s'est passé aussi avec les États. C'est les constitutionnalistes français qui sont venus, même dans les années 90, aider les Africains à écrire leur constitution. Donc, à partir d'un moment, ils se sont dit non, on va se ressaisir de notre histoire. Et quand le président arrive à la boucle de Ouagadougou, toutes les mesures qu'il annonce, c'est des mesures pour dire ah, j'ai bien compris que vous avez une histoire propre et qu'il va falloir que je la respecte. Quand il dit on va ouvrir les archives sur la mort du président guinéen, il reconnaît que la France a fait quelque chose et que les Guinéens ont besoin de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de leur président de la République. Comme nous, on peut avoir une histoire autour du président de la République, une notification de nous. On reconnaît que les Guinéens ont ça. Quand il dit on va créer une saison des cultures africaines en 2020, il dit bah oui, il y a des cultures africaines que les Français doivent connaître. C'est-à-dire qu'il faut qu'on autorise le soft power africain sur notre territoire pour pouvoir mieux faire affaire avec eux. C'est ce qu'il se dit. Quand il dit on va ouvrir la francophonie différemment en la rendant plus démocratique pour que ça ne soit plus la francophonie de la France, mais la francophonie des Africains, en sachant qu'aujourd'hui, le premier État africain ouvert, ça sera la RDC. Francophone, ça ne sera pas la France, ça sera la RDC, africain, et que 80% de la francophonie se trouve en Afrique. La vraie forme de la francophonie, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. C'est eux les vrais chefs. Donc il y a tout ce point de vue de comment on va changer notre mentalité, mais c'est venu des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont imposé par petits pas, ça va peut-être pas assez vite, mais par petits pas, nous on a une culture, et plus jamais, vous allez venir chez nous et nous dire que vous n'êtes pas assez actif dans l'histoire en tant qu'individu. Et j'insiste, pas en tant qu'État, en tant qu'individu. Pour faire la comparaison de ces deux discours, évidemment, il y a une différence. Le premier discours est tenu quand même, vous l'avez rappelé, le français Cheikh Anta Diop. C'est une grande figure intellectuelle africaine qui a précisément lutté pour la réappropriation de l'histoire africaine, et le fait que Nicolas Sarkozy ait tenu ses propos, d'ailleurs, il va même beaucoup plus loin. Puisque à un moment il dit mais ce n'est pas la peine que vous puissiez penser à votre histoire aussi glorieuse puisqu'elle n'a jamais existé. Il va très loin, si vous voulez, dans ses propos. D'ailleurs, il souffle chaud et froid quand on regarde ce discours. Il y a des paragraphes qui s'adressent à la jeunesse qui sont, tout à fait intéressants. Mais voilà, c'est à peine quelques lignes après, prendre le contre-pied de ceux qui l'annoncent, et au final, il introduit beaucoup de confusion dans sa démarche. Mais il est dans une démarche, si vous voulez, qui a toujours été la sienne. C'est un homme qui est décomplexé, qui ne connaissait pas bien l'Afrique et qui a dû, j'allais dire, à travers son conseiller, recevoir quelques formations à la va-vite et qui s'est permis, dans ce temple de la pensée africaine qui est l'université de Cheikh Anta Diop, s'est permis de tenir de tels propos. Alors maintenant, la question intéressante, c'est de savoir est-ce qu'entre-temps, effectivement, il y a eu une différence. Je pense que, honnêtement, il faut reconnaître à Emmanuel Macron plus de respect vis-à-vis de l'Afrique qu'on a eu Nicolas Sarkozy. Mais moi, la question que je me serais posée à votre place, c'est de savoir, est-il normal qu'un président français, après avoir été élu, donc 3 mois après, c'est à peu près tout le temps le délai, va faire un discours en Afrique. Moi, je trouve que ça s'assimile beaucoup à une sorte de discours général fait par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, où finalement, il vient annoncer sa politique générale vis-à-vis de l'Afrique. Moi, je trouve ça, excusez-moi, mais assez choquant. Donc, il nous dit, voilà quelle est ma vision. C'est à peu près, je répète, je m'excuse de revenir dessus, parce que au départ, j'ai trouvé que c'était un bon rapport, et puis après, en prenant du recul, je me suis dit, mon Dieu, on s'inscrit exactement dans le concept d'Eurafrique. Rien ne change au final par rapport à Nicolas Sarkozy, même si là on insiste moins sur l'histoire, parce que Macron et l'histoire finalement ça m'intéresse assez peu. Dans ce fameux rapport Institut Montaigne donc de juin 2019, eh bien ce qui est assez frappant, c'est que oui, il y a vraiment, je vous répète, un projet économique, et puis dans ce projet économique, mais qui est essentiellement européen, c'est-à-dire c'est le projet tel que l'Europe
Européen le conçoit pour l'Afrique. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est un peu comme, j'allais dire, dans la pensée Sarkozy, c'est confus, et je me demande si c'est pas d'ailleurs sciemment fait, c'est-à-dire pour qu'on s'y perde, mais au-delà de ça, il y a bien l'idée d'un projet économique européen en Afrique. Voilà, c'est ça la préoccupation actuelle de la France et de l'Europe vis-à-vis de sa relation avec l'Afrique. Parce que, évidemment, vous l'avez rappelé, ils sont concurrencés aujourd'hui en Afrique, mais également il faut retrouver une forme de puissance et il faut donc pouvoir s'appuyer sur un continent qui, en termes géopolitiques, est extrêmement intéressant. Il représente, j'allais dire, tous les attributs, j'allais dire, de la puissance d'une région, c'est-à-dire la superficie, la démographie, des taux de croissance qui sont quasiment les plus élevés du monde, donc des marchés à prendre, parce que c'est vraiment la préoccupation aujourd'hui de la France et de l'Europe. Et donc, par rapport à ce discours de Ouagadougou, oui, on a un Macron qui, par rapport à Sarkozy, est beaucoup plus pragmatique. Bon, et il sait, si vous voulez, situer les enjeux. Mais il reste dans la même perspective, c'est-à-dire c'est celui qui vient délivrer le message finalement de la France à l'Afrique. Il annonce la création, par exemple, du CPA, qui est de dire maintenant les réseaux, j'allais dire, type Foucard, tout ça, c'est fini avec moi. Je mets en place un comité présidentiel pour l'Afrique où vous, les jeunes, vous pourrez bien vous adresser et moi je serai tenu informé. Mais imaginez, où on a vu, dans quelle relation on a vu ce type d'approche, c'est-à-dire un président français qui s'adresse aux jeunes et qui disait vous pouvez venir me parler. On a vu ça. Sincèrement, je vous interpelle parce que ça me paraît, en tous les cas, assez étonnant ce type de comportement. C'est pour ça que je suis désolé de tout le temps revenir sur cela, mais l'intérêt c'est peut-être, j'allais dire, d'européaniser cette relation avec l'Afrique, et de l'élargir. C'est pas parce que j'ai été formé à Strasbourg, j'allais dire que je suis évidemment très européen dans ma démarche, mais c'est évidemment pour dépasser ce type de comportement et d'attitude. Alors après qu'il y ait des relations bilatérales, que la France aussi ait ses intérêts, ça on ne peut pas le lui interdire aussi, j'allais dire qu'elle puisse promouvoir également ses entreprises, on ne peut pas le lui interdire. Mais on voit bien qu'elle utilise d'autres leviers, si je voulais, pour bénéficier de marchés en Afrique. Donc, oui, il y a évidemment une évolution dans la mentalité, c'est-à-dire on ne revient plus sur ce qui peut fâcher, ça Macron l'a bien compris, on fait attention à l'histoire, on la met de côté, et donc en ce sens, il essaye de promouvoir un discours de restore, c'est-à-dire on parle peu du passé, même si il évoque là, avec la saison Africa 2020, mais bon, c'est une exposition, ça fait de mal à personne de montrer encore l'Afrique, j'allais dire, à l'initiative de la France, et peut-être telle que la France l'envisage et la conçoit, même si on la laisse, parce que c'est quand même les instituts français qui sont derrière ça quand même, il faut quand même le rappeler, c'est pas aussi neutre que ça, donc il y a forcément là aussi une vision française qui revient sur ces questions-là, voilà, c'est ça que je voudrais surtout insister, c'est que les outils sont toujours les mêmes au final. De la relation entre la France et l'Afrique. Rien n'a changé à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez tout le temps finalement une chasse gardée présidentielle pour l'Afrique. C'est une compétence exclusive donc du président français. Certes, il y a le ministère des Affaires étrangères, mais on sait très bien que l'Afrique, ça concerne essentiellement le président français. Donc ça, depuis Nicolas Sarkozy, et j'allais dire depuis Foucault, ça n'a nullement changé. La cellule africaine de l'Élysée, elle existe toujours, me semble-t-il. Il y a toujours des conseillers africains. Le président de la République, quand même, d'après la loi, en plus d'être le chef des armées, celui qui nous représente à l'international. C'est normal qu'en Afrique, les euros. Moi, j'ai quand même une petite nuance. Je me rappelle quand même qu'Obama, quand il a été élu, il est parti aux États-Unis, il a fait exactement la même chose que Macron. Quand il était président des États-Unis, il a fait exactement la même chose que Macron. Il est allé dans les universités, je crois qu'en Éthiopie,
Et il a fait un discours pareil, d'ascendance aussi africaine. Bien qu'il soit d'ascendance africaine, Macron, lui, il joue sur le fait qu'il était ces petits 6 mois, c'était que 6 mois, mais il va au Nigeria, il va au shrine, et les gens disent c'est la première fois qu'un chef d'État étranger va au shrine, c'était jamais vu. Donc, moi, j'ai un discours où je suis assez cynique. Et peut-être défaut, c'est que je considère qu'en Afrique, un chef d'État européen et français se représente avant tout les intérêts de la France. Il ne peut pas venir en disant je représente les intérêts de la France pour aider les Africains par bonté d'Afrique. Ça, c'est. En fait, je ne sais même pas qui peut dire ça. Et si il dit ça, il va dire mais tu n'es pas chef d'État africain, tu n'as pas été élu pour les Africains. Donc là, quand il arrive avec son discours en disant j'ai des intérêts avec les Africains économiques, j'aimerais qu'ils procèdent comme ça si ça vous va en fonction de vos lois. Comme ça, on s'arrange mutuellement. Moi, je permets à mes entreprises d'exporter comme elles exportent en Chine. Parce que ce qu'ils font en Chine, au final, quand on fait tout ce pataquès avec la Chine, on nous dit on va aller visiter les endroits culturels, mais aussi on va parler d'économie, on va essayer de leur vendre nos Boeing, on va leur dire oui, des fois, calmez-vous sur les droits de l'homme, tout ça. C'est un peu ce qu'il fait en Afrique, mais en fait, comme il n'y a pas ce passé colonial, il y a moins de d'ortage. Les gens ne disent pas ah oui, il va coloniser. Il n'y a pas une relation d'équivalent à équivalent. Mais on fait ça dans absolument tous les pays du monde. Quand le président de la République va aux États-Unis, certes, il ne le fait pas de la même manière en se disant bon voilà, face à Trump et tout ça, mais il y va quand même avec son carnet de chèques, avec les personnes en disant je veux implanter mes entreprises, comment tu vas faire. Et les États-Unis, il n'y a pas le même type de loi, il n'y a pas le même type de langue, il n'y a pas le même type de truc, donc il est moins à l'aise, mais c'est parce que c'est pas la même configuration. Mais demander à un chef d'État européen et français de se comporter en pensant aux Africains avant les Français, moi je pense que c'est la forme la plus aboutie du néocolonialisme que nous on veut. Parce qu'un chef d'État français, il pense qu'on a c'est celui qui doit poser les règles en disant vos entreprises, si elles font ça, elles dégagent. C'est le chef d'État africain. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose que le chef d'État africain doit faire, c'est dire on va jouer le jeu du win-win, du partenariat gagnant-gagnant. Une fois que je veux faire une relation rénovée, je ne dois plus soutenir les États qui font, enfin les entreprises qui font n'importe quoi. Ce qui peut parfois être le cas. Une fois qu'une entreprise a fait n'importe quoi, elle est jugée. Il y a des entreprises qui vont, comme en Syrie, la femme. N'importe quoi. Aujourd'hui, l'État c'est 3 trucs. C'est l'Assemblée nationale, le législatif, le Parlement, c'est l'exécutif et c'est la justice. Mais ce qu'ils disent aujourd'hui les Africains, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rapport d'égal à égal parce que les hommes politiques qui sont au pouvoir parfois ne les représentent pas véritablement, donc souvent même pas été élus, les gens sont dehors pour manifester souvent. Donc comment il peut y avoir un rapport d'égal à égal alors qu'en Afrique on n'a même pas encore construit les bases politiques pour pouvoir avoir des relations bilatérales. Mais on ne peut pas demander à la France de le faire parce qu'il y a des gens qui disent on lui demande dites toujours les droits de l'homme, mais pourquoi c'est pas à la France d'aller faire le gendarme, elle le fait et quand elle le fait, elle se fait taper. Donc en fait, on est dans une sorte de schizophrénie. Le pays, si on doit à la fois parler parce que c'est notre ancien précaré, sinon les gens ne comprennent pas. En plus, les gens se disent vous avez des relations, vous avez déjà les réseaux consulaires établis. Je veux dire, je reprends l'exemple de l'Estonie. À l'Estonie, on va aller dire d'aller calmer la situation alors que la France a des relations avec des pays qui sont certes, on a la puissance militaire depuis très longtemps. C'est plus facile de dire à quelqu'un qui connaît un pays avec le même système juridique qu'il l'a écrit, expliquez-nous parce que nous, on ne comprend pas du tout. On va prendre la question suivante. J'ai vu une main s'élever. Il y en a deux qui font la spécifique sur le fédéralisme et sur l'économie. Sur le fédéralisme, j'ai l'impression que c'est un sujet assez tabou dans les pays francophones et notamment au Mali. Je ne sais pas à quel niveau ça se passerait le fédéralisme. Je vois mal l'État malien reconnaître une forme d'autonomie à la Sorbonne notamment. Et donc, c'est
question souvent de populations qui ont une identité propre, transfrontalière. Comment elles pourraient avoir une existence au-delà d'un État, parce qu'il y a assez peu d'États-nations, un voire deux États d'Afrique, mais des populations qui ont une existence commune par-delà une frontière pourraient se manifester dans le cadre peut-être du fédéralisme. Et aujourd'hui, comment vous analysez les échanges qu'elles peuvent avoir avec, à travers des relations interrégionales entre par exemple la région Rhône-Alpes qui a, d'un point de vue culturel, numérisé les manuscrits de Tombouctou qui ont été détruits par la suite, par la famille, il me semble. Voilà, cette question sur l'existence d'un régionalisme, de quantité et sur la francophonie, moi j'ai pas le sentiment que la francophonie soit, d'ailleurs c'est pas un Commonwealth français, j'ai pas le sentiment que ce soit une création française, parce que les pères fondateurs de la francophonie sont Léopold Sédar Senghor, Henri Thierry et Jean-Marc Léger, journaliste de la France, dans les premiers temps, prendre le plus de recul possible avec la francophonie, même si on est obligé de reconnaître une forme de poursuite de l'existence française et que l'Algérie ne soit pas la francophonie, on peut bien. Et après, aujourd'hui, je ne sais pas si pour moi la France reste encore le plus grand État francophone au monde. Je ne suis pas sûr que la crise démocratique du groupe, je crois 80 millions d'habitants, les 80 millions d'auditeurs francophones, mais ici, les années 2030-2050, évidemment, on va dépasser les 300 millions d'auditeurs francophones et certains des Africains. Quel est l'avenir de la francophonie? Quand on voit qu'aujourd'hui, le dernier membre de la francophonie, c'est le Qatar, qui s'en sert plutôt comme un carnet d'adresse commercial comme une volonté de faire rayonner les langues et les cultures au-delà de l'anglais et de la culture africaine et même au-delà de la culture francophone. Bon, pour ce qui est du fédéralisme, je voulais citer un bel exemple qui est Bali, qui croit évidemment à des visions vous savez très bien que l'État malien, lui, reste assez ferme sur sa position et très favorable à un État central. Il ne veut pas du tout entendre parler de fédéralisme. Plutôt d'ailleurs la France. C'est étonnant, puisqu'elle a plutôt une tradition, j'allais dire, jacobine, qui essaye d'introduire l'idée de fédéralisme afin, j'allais dire, de pacifier le Mali et essentiellement le nord-est du Mali où il y a une présence de Touareg. Mais là, il semblerait que l'État malien soit assez intransigeant et ne souhaite pas entendre parler de fédéralisme. Donc ça sera très compliqué pour la France d'imposer ce point de vue qui, à mon sens, est plutôt intéressant. Puisqu'il permettrait en réalité sans doute de trouver un équilibre institutionnel à cette crise majeure que traverse le Mali. Mais, je le répète, ça me semble en l'état assez compliqué d'imposer cette idée de fédéralisme au Mali, même si à mon sens il faut aller de l'avant. Voilà. Pour ce qui concerne la francophonie, je ne suis pas forcément un spécialiste, mais vous avez bien compris que le poids démographique bascule évidemment en Afrique par rapport à la zone francophone, même si il y a une forme de résistance à vouloir faire revenir les langues africaines, telles que le Wolof, par exemple. Mais alors c'est assez amusant, là. Sur la langue Wolof, moi j'organise un projet à Dakar, c'est le projet Noyem, en partenariat avec l'UNESCO au début décembre, au musée de la femme de Dakar, et on parlera de l'égalité femmes-hommes, et j'ai fait construire un puzzle qui portait précisément sur le portrait de la dernière reine du royaume de Wallo, qui a résisté aux colons français, et j'ai souhaité traduire sa biographie en Wolof. Et là, je me suis heurté
à la difficulté suivante, c'est que de très nombreux Sénégalais, en réalité, ne savaient pas écrire le Wolof. Et ça, c'est quand même très étonnant de se heurter à cette difficulté. Ils disent oui, on le parle, mais en réalité, on ne sait pas très bien l'écrire, quoi. Voilà. Ou sinon, on va l'écrire comme on l'entend, mais il ne s'écrit pas comme ça. Bon, j'ai réussi quand même à trouver une personne, mais ça veut dire que là, c'est sans doute aussi l'idée de la francophonie qui doit davantage respecter, si vous voulez, les langues locales et sans doute favoriser ces langues locales, je n'ai pas d'ailleurs parlé de locales, ces langues africaines, voilà, parce que là on voit bien que le français a écrasé, si vous voulez, ces langues-là. C'est une petite anecdote que je vais partager, mais que je ferai au final à la fin. Mais sur la francophonie, oui, ça va de soi qu'à mon sens, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a une francophonie qui est basée à Paris, qui pour ma part n'avance pas trop. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas transférer son siège tout simplement en Afrique, pour montrer l'importance aujourd'hui de la francophonie africaine, mais ça implique aussi qu'on arrive à créer un autre récit de la francophonie, un autre imaginaire qui soit plus, j'allais dire, dynamique et qui puisse permettre par exemple de créer peut-être une forme d'Erasmus francophone qui permettent à la fois des étudiants français d'aller étudier en Afrique francophone et l'inverse aussi, il doit être vrai, quoi, puisque là on n'a quand même pas abordé la question de l'immigration, mais c'est évidemment aussi, on voit bien on a vu avec la loi justement des universités, avec l'augmentation des frais universitaires qui risquaient de toucher essentiellement les étudiants africains, et l'actualité nous montre aussi avec la loi quota immigration. Est-ce que voilà, il y a cette conflictualité qui demeure avec la crise migratoire, la volonté des pays européens, parce que la loi quota immigration a fait aussi écho à d'autres pays comme l'Allemagne, cette volonté des pays européens d'attirer une immigration qualifiée. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, et c'est là que notre intervenante normalement aurait dû répondre à cette question, elle n'a pas pu être là hélas, est-ce qu'on ne peut pas trouver ce réservoir de justement d'étudiants ou d'employés qualifiés en Afrique, mais à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas un pendant, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de vider l'Afrique de ses cerveaux? On l'a déjà vu historiquement, donc qu'en pensez-vous? Je pense que c'est juste sur le point de la francophonie, parce que dans le discours de Ouagadougou, le président de la République, c'est ce que j'étais en train de regarder, avait dit qu'il y aurait la création d'un dictionnaire de la francophonie qui raconterait plus de mots francophones mais d'origine africaine. Et il disait texto, il y a bien longtemps que la langue française n'est plus uniquement française. Elle est d'autant, voire davantage africaine que française. Elle a son point d'équilibre quelque part entre Kinshasa et Brazzaville, bien plus qu'entre Paris et Montauban. C'est la francophonie, tout le monde a bien saisi, elle était plus juste celle de Victor. Même quand on parle de l'Afrique, on parle souvent de grands, comme des grands écrivains africains. C'est eux qui, aujourd'hui, quand on parle de Khalil Beyala, plein d'auteurs africains de langue française qui sont la fierté aujourd'hui de l'Afrique. Sur le sujet de la francophonie, je pense qu'elle est davantage africaine. Et puis, il y a tous ces annonces autour de l'agence universitaire de la francophonie. Il y a des nouvelles choses qui se font. Mais encore une fois, c'est aux Africains de dire maintenant, c'est nous. Et ils le font. Par exemple, on a vu comment ça s'est passé lorsqu'il y a eu l'élection la France a compris qu'à partir d'un moment, il fallait que la nouvelle secrétaire générale soit africaine. Et il y en avait une qui était québécoise, une qui était africaine. Ils ont choisi celle qui était africaine parce qu'il y a eu une coalition d'Africains qui voulaient leur. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a de la politique partout, lorsqu'il y a de la politique sur la francophonie, les Africains, eux, ils pèsent en autonomie à eux-mêmes en disant non, mais nous, on est une force en soi, on ne peut pas faire la francophonie sans nous. Et ensuite, ils décident. Sur la question de l'immigration,
en soi, il y a quand même un... En fait, moi, je suis partisane du fait que je pense que une personne, on ne pourra jamais arrêter l'immigration, quota ou pas quota. Même les riches les Européens immigrants qui ne peuvent pas payer les les pauvres, je pense que ça va les arrêter de dire peut-être que si j'immigre en France, la personne qui se trouve dans les difficultés, elle n'aura pas d'emploi. Ici, pas ça, ici, comment moi j'échappe à ma propre condition. C'est égoïste. Et c'est pareil, la personne qui est ici se dit, moi j'ai déjà des difficultés, comment aider avec mes impôts. Il n'y a pas de rationalité dans la question de l'immigration. Tout le monde pense à comment moi. C'est ensuite à l'État de voir comment sa population elle réagit, parce que la politique, même si c'est très cynique, la politique c'est avant tout comment on transcrit dans des lois la volonté la plus forte de la population. C'est pas forcément la volonté la plus rationnelle, c'est dans la population laquelle s'exprime le mieux. Et dire aujourd'hui qu'on va peut-être que les quotas c'est fort, pas d'avis. Dans le personnel, je ne suis pas fan des quotas, mais je pense qu'au moins ça permet de s'enlever une certaine hypocrisie. Parce que quand on parle du fait qu'il faut reconduire plus de personnes à la frontière pour mieux traiter les gens qui sont là, ça veut dire qu'on a des quotas. À partir d'un certain seuil, on ne peut plus en même temps bien intégrer ceux qui sont déjà là et expulser rapidement ceux qui sont venus alors qu'ils n'auraient pas dû. C'est une question de quotas, on ne peut pas le dire, mais c'est une question de quotas. Et à chaque fois qu'on a parlé d'immigration, on parle de quotas implicites. C'est quand on dit vraiment qu'on va mettre tel chiffre, tel nombre, tel contingent, que là les gens disent ah non, mais en fait, quand on parle d'immigration, on parle toujours des quotas. C'est d'un quota compensé, c'est-à-dire qu'à partir de certains sites, on ne peut plus intégrer les gens. Et moi je préfère que les personnes qui ne puissent pas, on les intègre et que derrière une façon politique d'aide au développement et de soutien aux start-up, de soutien au tissu économique ambitieuse, en disant ok d'accord, on fait des quotas, mais derrière on est exemplaire de la relation qu'on a avec l'Afrique pour permettre aux Africains qui le souhaitent de pouvoir réussir sur leur continent. C'est-à-dire que si jamais on a le pendant, oui, c'est bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a une forte immigration africaine puisque l'immigration se développe sur les endroits qu'elle connaît. C'est-à-dire qu'en France, on a une terre de colonisation, les gens ne disent pas « Ah, je vais chez mon colonisé ». Il y a peut-être un discours comme ça, mais ils se disent ah, bah, moi je connais la France, je parle français, je connais un peu, voilà, j'y vais. Donc, à un moment donné, on doit quand même réfléchir à cette situation, surtout qu'elle s'inscrit dans une catastrophe beaucoup plus grande qui est le réfugié climatique. Une bonne partie viennent de l'Afrique, et pas que de l'Afrique, mais des territoires d'outre-mer. Il y a plein de gens qui vont venir en France, comment on va absorber, on ne pourra pas. Les chiffres qu'on a eu là, au début de l'année 2010 et tout ça, quand on voit les chiffres des réfugiés climatiques, moi je suis en panique. Je vois ça, je me dis, déjà, on panique parce qu'on a quelques migrants qui arrivent, qui meurent de faim et qu'on envie toute l'humanité. Alors quand on va avoir des gens qui vont plus vite, on va faire comment on va leur dire retourne dans ton île, on ne pourra pas leur dire ça, retourne dans ton endroit où il n'y a plus de désert, il n'y a plus d'eau, on ne peut pas dire ça. Donc comment on fait aujourd'hui? Peut-être que les quotas, au moins ça permet de se dire sans hypocrisie. Ok, c'est horrible, hein, je le reconnais. Et moi, je suis issu de l'immigration. Nous dire, oui, les quotas, c'est très bien, c'est une hypocrisie sans nom. Mais aujourd'hui, si on ne dit pas c'est ce qu'on veut pour les prochaines décennies, lorsqu'on ne pourra plus rien faire du tout, là, on aura été les plus gros hypocrites parce qu'on ne pourra plus rien faire. L'État sera en catastrophe et en faillite. Et là, on aura failli non seulement aux personnes qui viennent, mais on aura aussi failli à notre population française aujourd'hui. Et ça, je trouve ça aussi inacceptable. Et je vais terminer là-dessus, mais en gros, on va essayer de conclure sur ce point-là. En gros, ce que dit Emmanuel Macron, c'est un peu ce qu'a toujours dit la France historiquement. On veut bien des Africains, mais on veut des Africains qui servent à notre économie. Donc, l'immigration africaine dans les années 70, c'était aussi parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre dans les usines. Aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, on va dire, on a besoin des Africains, d'accord, mais on veut votre top 10 des Africains, quoi. Est-ce que vous rejoignez ce propos ou...
Oui, moi je vais peut-être pas répondre directement à votre question, mais je vais quand même l'aborder devant votre auditoire, et notamment par rapport à la position d'Emmanuel Macron. Il y a eu le pacte de Marrakech sur les migrants, qui a été fondamental parce qu'Emmanuel Macron a été un chef de file de ce pacte de Marrakech qui était fondamental. Et j'avais salué d'ailleurs dans un journal marocain, dans un édito, cette attitude d'Emmanuel Macron, parce que on en revient précisément à notre thématique principale, l'Afrique et l'Europe, c'est que il y avait au sein de l'Europe, véritablement grâce à Emmanuel Macron, qui souhaitait que ce pacte soit ratifié, et il a obtenu la ratification, il y avait vraiment une ligne, si vous voulez, démarcation entre précisément l'extrême droite européenne et puis, j'allais dire, les Européens progressistes, et dont fait partie Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que le pacte de Marrakech il est essentiel. Alors, il n'est pas essentiel, si vous voulez, parce qu'il reprend, si vous voulez, différents textes juridiques qui étaient éparpillés, donc on le met en même charte, mais c'est son état d'esprit qui est fondamental. Puisque là, c'est de dire, maintenant, on va appréhender différemment donc la question migratoire, et notamment, on va insister aussi sur son aspect positif. Et là, c'était intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais, même dans le journal marocain, parlé toujours de mes fameux Afro-Européens, où j'avais dit que les Afro-Européens, précisément, c'était de mettre, si vous voulez, en lumière le fait qu'il y avait donc une culture afro-européenne et qu'il était issu de l'immigration et que, voilà, on pouvait, j'allais dire, en parler positivement. Donc, il y avait vraiment un état d'esprit intéressant, c'était de faire en sorte que ce sujet-là, cette thématique, ne puisse plus appartenir seulement aux extrêmes droites européennes et qui puisse déformer notamment les chiffres sur l'immigration. Le problème, et c'est un peu la dualité d'Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'il a reparlé donc de la question migratoire là au mois de septembre, il a pointé du doigt notamment les Africains et là il était notamment en contradiction au regard des dernières études qui étaient faites sur les flux migratoires entre l'Afrique et l'Europe. C'est-à-dire que on prend en otage encore l'Africain pour servir sa politique interne et notamment avec cet objectif qui est de vouloir absolument Marine Le Pen comme sa principale opposante. Voilà. Et je pense aussi que les Gilets jaunes, j'allais dire, ont eu une influence aussi sur cette intervention-là. Voilà. Donc c'était, il a fait le contraire finalement de la charte du pacte de Marrakech sur les migrants. C'est-à-dire qu'il a mis plus de négation et parfois il a fait, j'allais dire, même dit des choses qui ne correspondaient pas à les réalités, alors que le pacte de Marrakech invitait plutôt les responsables politiques à tenir des discours plus responsables sur la question migratoire. Voilà. Je voulais le souligner parce que c'était important, parce que je pense qu'il y avait vraiment une différence, si vous voulez, il y a toujours une différence évidemment entre l'extrême droite européenne et puis les progressistes européens, mais bien sûr que la France est en droit d'avoir une politique migratoire, une politique de maîtrise, mais je pense que Macron gagnerait à aussi poser le débat, alors comme il dit, avec beaucoup de calme et de sérénité, mais aussi avec beaucoup plus de vérité en ce qui concerne les chiffres qu'il avance, et toujours cette idée que l'Africain viendrait envahir le continent européen. Attention à cela. Je trouve une réponse très intéressante. Donc pour conclure, on remarque que quand on parle de la question migratoire, on a du mal encore une fois à sortir des États-nations pour en parler, alors que ça devrait être une compétence de l'Union européenne et on constate encore une fois qu'on a du mal à penser et à construire une politique migratoire commune. Donc comme nous l'avons vu lors de ce débat, l'Afrique et l'Europe, des relations compliquées, en train de passer avec des termes très très forts qui restent très prégnants dans le débat.
débat, néocolonialisme, la question linguistique. On a vu la question du fédéralisme africain, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui mais pour demain. On continuera à regarder avec attention l'actualité et on a abordé très brièvement la question migratoire et encore une fois c'est une question qui reste assez complexe et je remercie en tout cas nos intervenants d'avoir traité toutes ces questions. Je pense qu'on a abordé la thématique Afrique-Europe de manière très large. Donc merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir. Donc vous avez parlé de la question des gilets jaunes. Je vous invite à retourner voir notre débat sur les gilets jaunes qui a eu lieu il y a quelques mois. Je vous remercie. Et à lire également l'article de Théo Boucard à ce sujet. On remercie toutes les personnes qui sont derrière l'écran et à notre très cher régisseur. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.